On peut en parler tout à fait à la fin. De retour dans On va plus loin pour l'entretien du jour. Ce soir, nous recevons Jean-Pierre Chevènement. Bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes président de la Fondation de l'Islam de France, président de la Fondation Res Publica, ancien ministre de la Défense, de l'Intérieur, de l'Éducation nationale, entre autres. La liste est très longue. Je voudrais d'abord qu'on revienne sur la Fondation de l'Islam de France que vous présidez. Rappelez-nous l'objectif de cette fondation et votre mission. Alors, cette fondation est sur les rails. Elle a une vocation essentiellement éducative et culturelle. C'est une fondation laïque. Elle n'a pas de compétences dans le domaine religieux, mais elle vise par des bourses à former à la citoyenneté, à la laïcité, les futurs imams, les futurs aumôniers musulmans, dans les hôpitaux, les prisons, à l'armée. Et par ailleurs, c'est une vocation je dirais, culturelle qui s'affirme dans le soutien aux études d'islamologie, c'est-à-dire de connaissance de l'islam et des sociétés du monde musulman. Nous visons un islam cultivé pour faire pièce à la théologie salafiste, simpliste, qui est évidemment le terreau du terrorisme djihadiste. Et enfin, en troisième lieu, nous montrons que l'Europe et l'islam se sont façonnés au cours de l'histoire l'un par l'autre en interaction, conflit bien sûr, mais aussi échange. Par exemple, le mot algèbre ou bien le mot algorithme viennent de l'arabe. Et quand on dit échec et mat, c'est de l'arabe. Et Cheikh Mat, le roi est mort. Mais on ne le sait pas, il y a des centaines de mots dans la langue française qui viennent de l'arabe. Et les Français l'ignorent. En préparant votre interview, je me suis interrogée sur cette expression « islam de France », notamment en lisant, pour vous donner un cas concret, vous le savez peut-être, en ce moment se déroule le procès d'Abdelkader Merah. Vendredi dernier, l'accusé a clamé qu'il ne reconnaissait pas les lois forgées par l'homme, mais uniquement celles d'Allah. Le frère d'Imad Ibn Ziaten, militaire tué par Mohamed Merah, a répondu « Son islam n'est pas le mien ». Y a-t-il donc plusieurs islams ? Votre fondation de l'islam de France, quel est-il cet islam de France ? Est-ce qu'il y en a plusieurs ? Comment vous pouvez résoudre cette... évidemment compatible avec les principes de la République. Et ce à quoi se sont engagées toutes les sensibilités musulmanes que j'avais réunies en 1999, c'est tout à fait clair. Il y a, je dirais, la souveraineté populaire. Les lois sont faites par des hommes qui sont des citoyens, naturellement avec en vue le bien commun. Le droit divin, ça a existé en France, mais c'était avant 1789. Donc, il est évident que cet islam dont se réclame M. Merah, Abdelkader Merah, c'est évidemment quelque chose qu'il a le droit de penser. Mais de la même manière qu'un catholique, par exemple, pourra croire aux 10 commandements, il ne va pas en faire un article de la loi. Il va se plier lui-même dans son fort intérieur à ces commandements. Mais ce n'est pas le droit républicain. La loi, en France, est la même pour tous, qu'on soit catholique, musulman, protestant, juif. C'est la loi républicaine. Alors, je voudrais maintenant qu'on aborde d'autres sujets d'actualité. À l'étranger, par exemple. Aujourd'hui se tenait la séance inaugurale du Bundestag, donc le Parlement allemand. À cette séance assistaient 92 députés d'extrême droite qui ont donc fait leur entrée dans ce Parlement lors des dernières législatives. Quel est votre regard sur cette arrivée de 92 députés d'extrême droite en Allemagne ? C'est la première fois depuis la Deuxième Guerre mondiale qu'une formation d'extrême droite est présente à ce niveau-là. À ce niveau-là, 92 députés, c'est quand même important. Qu'est-ce que ça vous inspire ? Je dirais que je ne veux pas dramatiser non plus, parce que à l'échelle de l'Europe, c'est une certaine normalisation par rapport au Front National, à l'UKIP, au mouvement 5 étoiles en Italie. Disons que voilà, c'est une réaction de la société allemande par rapport à l'afflux des réfugiés que Mme Merkel avait invité à venir en Allemagne en 2015. Mais naturellement, cette décision un peu solitaire, il faut le rappeler. A été une erreur ? Pour moi, il y avait une autre manière de s'exprimer. Vous êtes aussi l'un des grands représentants du souverainisme en France. Je voudrais votre avis sur la crise catalane. Les indépendantistes promettent une campagne de désobéissance massive si Madrid prend le contrôle de la région. Ils ont raison ? Alors, permettez-moi de vous dire que je ne me qualifie pas de souverainiste. Je suis un républicain. Et pour moi, la souveraineté nationale n'est pas un gros mot.
Non, pas du tout. C'est pour ça que je le dis d'ailleurs très simplement. Sans souveraineté, il n'y a pas de démocratie. La souveraineté, ça permet aux citoyens de s'exprimer, d'avoir le dernier mot. C'est cela, la démocratie. Alors, en Catalogne, le séparatisme catalan est évidemment une revendication de riches. La Catalogne... C'est comme ça que vous la voyez ? Ah, mais je la vois comme ça. C'est le rejet du reste de l'hispanité qui va au-delà de l'Espagne. C'est l'Amérique latine. Il y a beaucoup d'immigrants qui viennent d'Amérique latine. Donc, la Catalogne, qui est proche de la France, de l'Italie, du centre de l'Europe, se veut, enfin, une partie des Catalans, peut-être même pas la moitié, veulent accéder à l'indépendance. C'est une indépendance de riches. Vous observez le même mouvement en Belgique avec les Flamands, en Italie, avec la Padanie, c'est-à-dire la Vénétie et la Lombardie. On observe cette montée des régionalismes et des identités régionales. Ce n'est pas les régionalismes, parce que la région n'a qu'une compétence déléguée. Non, on observe cette montée des séparatismes. Il faut appeler les choses par leur nom. Et je rappelle que c'est comme ça qu'a commencé la guerre de Yougoslavie, quand la Slovénie et la Croatie, qui étaient les deux États fédérés les plus riches, ont voulu devenir indépendants. Donc une montée des séparatismes égoïstes, vous diriez ça comme ça ? Bien évidemment, mais ça tient aussi au contexte de la mondialisation. Je dirais qu'elle exaspère les contradictions, creuse les fractures, les conflits. Et je dirais que ce sont des esprits légers qui oublient que l'Espagne existe depuis le XVe siècle, depuis que Isabelle la catholique a épousé Ferdinand d'Aragon, qui régnait sur la Catalogne. Mais ça a fait une nation, une des plus vieilles nations d'Europe, avec l'Angleterre et la France. Si on revient en France, j'aimerais connaître votre regard sur ce parti socialiste en décomposition et donc en reconstruction. Est-ce qu'il manque un leader aujourd'hui pour permettre au Parti socialiste de se reconstruire ? Moi, je ne pense pas qu'il faut dire « et donc en reconstruction », parce que le Parti socialiste... Il est en cours. Non, le Parti socialiste, je ne pense pas. Il faut reprendre l'histoire par le commencement. Le Parti socialiste, ayant tourné le dos à ses promesses fondatrices, il a bénéficié d'une rente institutionnelle dans la Ve République. C'est-à-dire qu'il était au pouvoir. Quand les Français en avaient assez de la droite, ils élisaient les socialistes. Quand ils en avaient assez les socialistes, ils élisaient la droite. Mais à la fin, ils se sont lassés. C'est ce qui a permis la percée d'Emmanuel Macron en 2017. C'est la désaffection vis-à-vis de ces partis de gouvernement qui ne se différenciaient plus fondamentalement parce qu'ils partageaient les mêmes orientations européennes et les politiques qui en découlaient. Votre nom et votre influence sur le monde politique ont donné naissance à ce qu'on a appelé le chevènementisme. Qu'est-ce que c'est le chevènementisme ? Il n'y a que moi qui puisse le définir. Et justement, c'est pour ça que je vous pose la question à vous. Je ne donne pas de brevet à ceux qui s'en réclament. Le mot existe. Ils sont libres. Mais disons que c'est l'accent mis sur la République, bien sûr la souveraineté, sur un ordre international fait de nations responsables, sur une Europe qui s'appuie sur la volonté des nations qui la constituent. C'est évidemment une République qui tolère le débat, mais qui naturellement prend en compte un certain nombre de revendications politiques, sociales, démocratiques. Est-ce que le chevènementisme, c'est aussi se placer au-dessus des formations politiques traditionnelles, un petit peu comme l'a revendiqué Emmanuel Macron ? Il y a une toute petite différence, c'est que Emmanuel Macron a voulu en effet sortir de ce, comment dirais-je, cette espèce de duopole qui n'avait plus beaucoup de sens, et il a eu raison de le faire. Il fallait beaucoup de détermination pour y parvenir. Mais j'ai essayé de dessiner une voie alternative, c'est-à-dire de montrer qu'une autre politique était possible, tandis que, me semble-t-il, Emmanuel Macron est resté dans le « en même temps ». Il est de droite et de gauche. Et moi, je pense que, peut-être est-ce par ma formation philosophique, qui n'est pas tout à fait la sienne, je pense qu'il y a forcément un troisième terme. C'est thèse, antithèse, synthèse. Donc il faut chercher à inventer. Mais je pense qu'Emmanuel Macron est suffisamment intelligent pour inventer. Donc vous ne diriez pas qu'il est votre héritier sur cette question spécifique du fait de se placer au-dessus des partis politiques traditionnels. Vous n'avez pas été macroniste avant l'heure. Il n'a pas dit au-dessus. C'est moi qui disais au-dessus de la droite et de la gauche, telles qu'elles sont devenues, il y a la République. Emmanuel Macron a dit que la droite et la gauche étaient, dans leur forme actuelle, dépassées. Donc il a dit la même chose que moi, mais j'ai expliqué ce qu'il y avait au-dessus. Et je pense que Emmanuel Macron peut le dire. Donc je ne veux pas m'opposer à Emmanuel Macron. Je souhaite son succès.
parce que je souhaite le succès de la France, bien entendu. C'est ce qui me motive profondément. Et on va s'arrêter sur ces derniers mots de conclusion. Merci beaucoup Jean-Pierre Chevènement d'avoir été notre invité ce soir dans l'entretien. C'est la fin de cette émission.